Merci Isabelle. Le poids des achats dans votre bilan carbone. Aussi simplement que ça, un poids tout à fait non négligeable, puisque pour certains d'entre vous, il peut même aller quasiment jusqu'à 80% de votre bilan carbone, comme sur les autres postes d'émissions directes, vous êtes beaucoup plus raisonnable, entre guillemets, compte tenu et grâce à votre secteur d'activité. Donc les achats, et certains d'entre vous l'ont déjà, encore une fois, non seulement parfaitement en tête, mais agissent déjà sur ce secteur-là, sont vraiment un levier d'action tout à fait essentiel pour réduire notre empreinte carbone et environnementale aux uns et aux autres. Je dis bien aux uns et aux autres parce que évidemment la commande publique est particulièrement, est tout autant concernée par cette réalité, et on a encore beaucoup de chemin à parcourir, je ne vais pas vous le cacher. Donc même si là aussi certaines étapes ont commencé à être franchies, et on vous en parlera tout à l'heure. Voilà, donc on a là dans les mains un levier vraiment essentiel d'émissions indirectes. Pour autant, c'est direct ou indirect, c'est égal. Ce qui nous intéresse tous les uns et les autres, c'est notre empreinte sur la planète en général et comment la réduire. Donc un grand merci à Isabelle Curobloch, que vous connaissez tous et qui est responsable du Pacte national pour la transition énergétique et qui a organisé cet atelier. Donc il va tout de suite vous en dire davantage sur son déroulé. Et voilà, je vous souhaite donc un très bon atelier et surtout de pouvoir continuer à agir pour une transition énergétique qui soit efficace et coordonnée. C'est intéressant de vous avoir tous là aussi pour vous entendre, pour échanger et pour entendre surtout vos bonnes pratiques, puisqu'encore une fois, et on le sait bien parce qu'on discute beaucoup avec vous tous, vous avez déjà largement pris le sujet en main. Donc ça sera vraiment aussi un moment participatif pour vous entendre et partager. Merci et très bonne matinée. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce matin. Alors l'achat responsable, c'est un sujet que pour nombre d'entre vous, vous nous avez réclamé, et tendance qui a été confirmée avec le bilan annuel du Pacte de cette année, c'est un sujet qui ressort vraiment dans le top 3 de vos demandes avec le numérique responsable. Donc on est content de répondre une première fois à cette attente avec cette première conférence. Ce sera, je pense, pas la dernière. Donc sujet d'importance, que comme l'a dit Annabelle, pour beaucoup d'entre vous qui avez fait par exemple votre bilan carbone global, les achats ça représente une grosse part d'un bilan carbone global, et même si parfois on a une influence indirecte comparée à d'autres sources comme l'énergie ou le carburant ou autre, c'est quand même un sujet sur lequel vous avez une grosse influence en travaillant, en collaborant avec vos fournisseurs. Donc on a hâte d'en discuter aujourd'hui. On aura une première partie, on a l'honneur d'avoir une intervenante experte sur le sujet en première partie, et puis ensuite on écoutera 4 entités signataires du pacte sur leurs bonnes pratiques. Alors nous avions préparé une petite séance d'animation online de questions qui malheureusement avec un petit souci technique sera fait un peu plus de manière classique avec des mains levées. Donc pour que notre intervenante et nous sachions un peu plus quel est notre public, est-ce qu'à main levée, vous pouvez nous dire si vous représentez aujourd'hui une entreprise privée? Ok, donc j'ai l'impression la majorité d'entre vous. Une institution publique ou administration? Ok, quelques-uns, mais beaucoup moins. Ou une association, ou une fédération? Une entité, d'accord. Très bien. Alors, est-ce que votre rôle au sein de votre entité est plutôt dans l'équipe des achats, directeur des achats? Vous pouvez lever la main. Oui, donc on en a beaucoup, à peu près un tiers. Plutôt responsable ou référent environnement RSE? Oui, vous êtes en majorité aujourd'hui. Ou alors un autre type de rôle au sein de votre structure? Oui, une personne. Alors, comment jugez-vous votre niveau de connaissance sur la thématique des achats responsables? Élevé? Ne soyez pas modeste, non. Moyenne? D'accord, quand même beaucoup d'entre vous. Et faible? Ok, quelques-uns aussi. Donc voilà, comme ça, Madame Paillon. Vous pouvez refaire les questions? Alors je refais parce que c'est très important aussi pour Madame Paillon. Alors, niveau de connaissance élevé sur le thème des achats responsables?
D'accord, il y avait peu de monde. Moyen, voilà, c'était la majorité d'entre vous, et faible, quelques personnes. Voilà, ok. Je vous remercie beaucoup. Alors sans plus tarder, je vais présenter notre intervenante pour la première partie. Donc Nathalie Payan est directrice des études et des opérations de l'OBSAR, l'Observatoire des achats responsables, et formatrice certifiée. Ingénieure et diplômée d'un master en management international et d'un double executive MBA. Elle a passé 15 ans en tant que cadre dans des grands groupes, avec des responsabilités managériales, hiérarchiques ou transversales, d'encadrement d'équipes projets, dont différentes fonctions telles que les achats, le marketing, les opérations et le commercial. Ces dernières 10 années ont été consacrées à aider les organisations achats à déployer les achats responsables. À ce titre, elle a par exemple encadré la rédaction d'un ouvrage à succès qui s'appelle « 100 questions pour comprendre et agir, les achats responsables », coédité par l'AFNOR et l'OBSAR et co-rédigé par 14 auteurs. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Payan qui va prendre la parole. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous. Donc en effet, je vais vous faire une présentation sur les achats responsables qui va être découpée en deux parties. Une première partie générale sur les achats responsables, de manière à ce qu'on se mette tous au même niveau. Et ensuite, je vous ferai un point sur les achats circulaires, ce qu'on appelle les achats circulaires, que vous connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez sûrement la notion d'économie circulaire. Il y a aujourd'hui un mouvement qui est en train de se créer sur le déploiement des achats de type circulaire, c'est-à-dire qui supportent l'économie circulaire, qui vont utiliser les leviers de l'économie circulaire. C'est un type d'achat qui est très pratique parce que ça permet de mettre en œuvre les achats responsables facilement sur un modèle partagé par tout un chacun aujourd'hui. On a la chance d'avoir une bonne connaissance et en tout cas même les médias parlent d'économie circulaire. Donc c'est un moyen facile, je dirais, de faire comprendre, d'intégrer plutôt dans les entreprises l'achat responsable sur un modèle que tout le monde peut comprendre et avec des effets qui sont très très importants, à la fois en réponse aux pénuries que l'on constate tous aujourd'hui, aux enjeux d'utilisation moindre de la ressource et évidemment avec des effets sur le carbone. Donc nous à l'OBSAR, on travaille depuis 3 ans sur un programme spécifique aux achats circulaires et donc je vais vous parler de quelques leviers et je vais vous donner des ressources pour que vous puissiez vous intéresser à ce sujet et puis voir ensuite si comment vous allez pouvoir déployer les achats circulaires dans vos organisations. Alors, en quelques mots, donc l'OBSAR, c'est une association nationale française qui existe depuis 2010, qui regroupe une centaine d'adhérents, qui a été créée en fait par des réseaux d'acheteurs, des consultants, il y a 10 ans, qui ont détecté qu'en fait, il y avait quelque chose vraiment à faire dans la fonction achat. En 2008-2010, on n'en était pas au niveau de maturité auquel on est aujourd'hui. Hein. Les achats, c'était encore des cost killers. On voyait arriver la dimension RSE et un certain nombre de personnes qui étaient engagées déjà dans cette nouvelle manière de faire des achats ont décidé de créer une association et donc c'est l'Observatoire des achats responsables. Avec des missions qui sont à la fois de mobilisation autour de cette question des achats responsables. On fait énormément de conférences sur ce sujet pour expliquer ce sujet, à la fois aux acheteurs, mais pas uniquement parce que du fait du poids des achats, en fait, l'acheteur tout seul dans l'entreprise ne pourra pas agir. Donc il est absolument essentiel de faire comprendre aux autres fonctions ce qu'est un acheteur, ce que doit faire un acheteur, quelle est l'importance de la fonction achat dans l'entreprise et pourquoi c'est absolument essentiel d'intégrer cette dimension d'achat responsable. Donc on mobilise autour de cette question au niveau du gouvernement français, on répond à des auditions de la Commission européenne, etc. pour vraiment porter ces messages autour des achats responsables. Voilà. Et après, on travaille évidemment sur des sujets qui concernent la mise en œuvre des achats responsables dans les organisations.
Donc on va en parler tout à l'heure avec l'économie circulaire. On a bien évidemment des travaux sur le devoir de vigilance. Il y a une grosse réglementation qui arrive bientôt au niveau européen. Évidemment, l'impact carbone des achats et donc la décarbonation des achats. Donc voilà, quelques-uns des sujets que l'on mène. Donc au bout de 10 ans de travaux, on publie évidemment des choses, des guides, et puis donc un livre, le premier, publicité, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Toutes ces publications ont pour objectif, encore une fois, de promouvoir, de sensibiliser, de donner quelques outils à tout un chacun pour pouvoir mieux appréhender les achats responsables. On a développé cette année donc une plateforme de e-learning, de micro-learning sur les achats responsables, sur la base de tous nos travaux. Voilà, on essaie petit à petit de créer tout ce centre de ressources qui va permettre de rendre possible cette transition. Alors on en a parlé, Annabelle en a parlé en introduction, et bien évidemment donc les achats ont un poids conséquent dans l'entreprise. Ce poids, il a une conséquence, c'est pas simplement des euros, c'est pas simplement un poids financier, c'est ce que ça signifie. Si 60% de mon chiffre d'affaires est constitué de dépenses, ça veut dire que dans ma création de valeur, j'ai plus de la moitié qui vient de mes fournisseurs. Et c'est pour ça que ça place la fonction achat dans une position tout à fait particulière. C'est pas tant le montant, c'est ce que représente ce montant en création de valeur. Et donc c'est essentiel aujourd'hui encore plus, et on s'en rend compte malheureusement compte tenu du contexte. Donc il est encore plus important de considérer donc que cette fonction va permettre à la fois la création de valeur pour l'entreprise, mais aussi la sécurisation. Voilà. Et à travers les achats responsables, on ne fait rien d'autre que ça. On ne va pas aller aujourd'hui dans comment je déploie une démarche d'achat responsable, mais la première étape, c'est d'identifier mes risques, les risques liés à mes achats. Et ça veut dire que même dans la démarche achat responsable, je suis dans une optique de couverture de risque et de réponse à ma situation, à la situation dans laquelle mon entreprise se trouve. Je rajouterai bien évidemment, mais là aujourd'hui, vraiment l'actualité lève le voile en fait sur ce qu'est la fonction achat. On se rend tous bien compte dorénavant que les chaînes de valeur sont complexes, qu'on a externalisé de manière d'ailleurs presque aveugle. Je défie quiconque dans la salle d'aller jusqu'au niveau, ne serait-ce que de sa chaîne de valeur. Personne ne sait le faire aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on est totalement aveugle sur cette chaîne de valeur. La chaîne de sous-traitance, la chaîne de fournisseurs. Et que cette situation nous rend vraiment très très perméables au risque, et qu'il est donc essentiel de sécuriser notre fonction et sécuriser les achats que l'on fait. Et donc cette sécurisation, dans le volet RSE, on va ajouter, je dirais, une dimension qui s'appelle aujourd'hui l'impact. D'ailleurs, si vous remarquez, il y avait beaucoup de fonctions RSE. Les fonctions RSE aujourd'hui, elles évoluent vers des fonctions qui s'appellent plutôt impact, engagement, impact. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'est pas juste dans la responsabilité, on se pose la question de l'impact de nos actions sur les tiers. Et d'ailleurs, l'impact des tiers sur nous aussi. Donc c'est une double matérialité en fait, dans l'absolu de la RSE et de l'achat responsable. Je vous donne une définition au sens de l'ISO 20400, qui est la seule norme internationale qui existe, issue de l'ISO 26000, qui est partagée partout dans le monde. Donc seule norme sectorielle, adossée au métier de l'achat. Un achat responsable, c'est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques
vont être les plus positives possibles sur toute la durée du cycle de vie du produit que j'achète et qui aspirent à réduire le plus possible les impacts négatifs. Cette réflexion sur comment je fais mes achats va tout changer en fait. Parce que je vais aller regarder comment je fais mon achat, ce que c'est faire un achat. Faire un achat, c'est pas uniquement choisir le produit que j'achète. Bien évidemment que je vais le choisir, et je vais le choisir en fonction des impacts et de la valeur ajoutée que ce produit va entraîner chez moi. Ce produit, déjà je l'achète chez un fournisseur, on est tous d'accord. D'accord? Donc déjà, le choix du fournisseur va avoir également un impact. Ce fournisseur, il se comporte comment vis-à-vis de ses ressources internes, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de son environnement. D'accord? Donc l'acheteur, il achète un produit qui va essayer d'être le mieux possible, le plus responsable possible, mais chez un fournisseur. Moi, j'aime bien dire que, comme dans la compta, et ça souvent on comprend, on a fait des études de commerce, en compta et finance, on a besoin de deux choses, de deux visions, une vision statique, une vision dynamique. Il y a le bilan et le compte de résultat. À l'achat, c'est pareil, j'achète un produit chez un fournisseur, ça c'est assez statique, par contre il y a la relation fournisseur. Qu'est-ce que je mets dans cette relation dynamique avec mon fournisseur? Et là aussi, il y a des impacts possibles. Donc là aussi, cette relation, elle rentre dans la dimension des achats responsables. Et puis, dernier élément qui se rajoute aujourd'hui depuis pas longtemps, c'est la dernière. Comment le produit acheté est exploité, utilisé. Ça paraît évident pour un certain nombre de produits que je vais acheter, mais pas encore sur tous. Et on va voir des exemples à travers la deuxième partie sur l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, en conclusion, lorsque j'achète, que je dise que je fais d'ailleurs des achats responsables ou pas, ça m'est égal. Ce que je dois faire, c'est regarder l'ensemble de ces dimensions et le faire en veillant à avoir le moins d'impact possible pour mon organisation et pour mes tiers. Parce que de toute façon, j'en crée de la valeur. Je crée de la valeur avec cette manière de procéder. Je pense que le temps court. Peut-être que parmi vous, il y a des petites entreprises, souvent elles se sentent un petit peu moins concernées par les achats parce que les achats ne sont pas forcément organisés, personnifiés. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui fait les achats dans l'entreprise. Or, même les PME sont concernés. Pourquoi? Parce que leurs clients sont concernés. Et en fait, un client qui est concerné par ces dimensions achats responsables va avoir des exigences vis-à-vis de tous ses fournisseurs, qu'ils soient petits ou pas. Donc c'est en ce sens-là que toute entreprise devrait s'intéresser aux dimensions de l'achat responsable. Ça peut apporter bien évidemment de la valeur, mais aussi ça va permettre de mieux se positionner commercialement pour pouvoir mieux répondre aux exigences des acheteurs que vous avez en face. Je n'irai pas plus loin, on pourra en discuter une autre fois. Dernière chose, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire des achats responsables. On peut prendre le sujet de l'achat par différents bouts. Ce qui va compter, c'est vraiment l'objectif que l'on veut y mettre. Si on veut aller dans les achats responsables, sachez que vous pourrez trouver votre propre manière de faire. Vous pouvez avoir une approche sur les risques, une approche sur les impacts, une approche sur la valeur apportée à vos clients, des éléments qui vont venir des cadres d'engagement dans lesquels votre entreprise peut être inscrite. Par exemple, les objectifs de développement durable, par exemple l'ISO 26000, ça peut venir de plein d'endroits différents. Ce qui va compter, c'est d'être conscient du slide qu'on a vu précédemment, des 4 dimensions sur lesquelles je vais agir, et de mettre en place sa feuille de route pour aller et traiter ces 4 dimensions. Voilà. Donc l'introduction, elle est terminée.
On va passer à quelques petites questions. Alors, pour faire le lien directement avec ce que je viens de vous dire, qu'on n'a pas nécessairement, qu'il y a différentes manières de s'intégrer dans les achats responsables, quelles sont les chartes ou référentiels qui vous amènent, vous, à faire des achats responsables? Alors, j'avais noté quelques solutions. On va les questionner. Alors, il peut y en avoir plusieurs d'abord, hein. Alors, l'ISO 26000. Personne si, ok, peu. L'ISO 14000. Ok, plus. D'accord, il y en a d'un qui cumule. L'ISO 51000. L'ISO 57000. Je rajouterai l'ISO 37000 qui n'est pas là. Non, personne. Les objectifs de développement durable de l'ONU. Le pacte mondial, le Global Compact, peut-être que vous le savez, vous connaissez sous d'autres termes. Ok. Et puis, peut-être qu'il justifie encore plus votre démarche sur Monaco. Donc, le pacte national pour la transition écologique, c'est ça? Énergétique. Voilà, super. Donc, il va falloir, je ne l'ai pas vu, mais donc j'espère qu'il y a un gros volet achat responsable qui va permettre justement donc d'entraîner vous, signataires, dans cette démarche. Ce que l'on voit aujourd'hui par rapport à ces chartes et référentiels, et vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles on travaille avec les tiers, les réseaux tiers, c'est qu'il faut absolument que la question de l'achat, même pas l'achat responsable, mais la question de l'achat soit intégrée dans le plus de référentiels possible. Quand je parle, par exemple, de l'ISO 51000 qui est sur l'énergie, si je ne fais pas de lien avec les achats, je manque quand même vraisemblablement j'ai un petit trou dans la raquette. D'accord? Et ça, c'est pareil avec tous les référentiels. Donc, une de nos missions à l'Obsar, c'est d'aller porter le message que l'achat est une fonction indispensable, stratégique, centrale dans l'entreprise et que il faut l'intégrer dans toutes les dimensions et dans toutes les démarches qualité. On ne peut plus aujourd'hui faire sans la fonction achat. Deuxième question. Alors ça, c'est une question ouverte, donc il va falloir, vous allez devoir trouver les réponses. Pour quelle principale raison vous intéressez-vous aux achats responsables? Alors, la parole est à la salle. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est le propre de la question ouverte. Oui? Pour diminuer les déchets. Diminuer les déchets, très bien. Pour quelle raison principale vous intéressez-vous aux achats responsables? Donc, on a pour diminuer les déchets, diminuer l'empreinte carbone. La transparence. Oui, la transparence. Ça qui vient de l'ISO 26000, hein, c'est les valeurs portées par la RSE. Bon, on pourra faire la même question à la fin pour voir si on a de nouvelles raisons pour déployer les achats responsables. Alors, je vous donne ce qui ressort de notre baromètre annuel. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais donc, un des marqueurs en fait, de l'Obsar, c'est depuis son origine de faire une étude annuelle de maturité sur les achats responsables. Donc, on étudie énormément d'aspects. Ce matin, donc, je partage avec vous une des questions, donc justement sur les raisons pour lesquelles l'organisation est engagée dans une démarche responsable. Ce qui arrive en tête quand on est dans le privé, eh bien, c'est l'éthique. Donc la transparence s'en rapproche, vous voyez, 83%. Donc c'est une question avec des multi-réponses, hein. Donc 83% pour l'éthique. Deuxième réponse, la raison d'être. Hein, donc ça participe bien évidemment à la raison d'être de l'entreprise. Et puis en troisième position, parce que ça répond à des attentes clients. Côté public, donc on a une toute autre vision. Première réponse,
c'est la réglementation, donc là c'est vraiment en franco-français, hein, c'est la réglementation qui impose d'aller vers les achats responsables à 90%, donc les organisations s'y inscrivent. Ensuite, les politiques publiques, hein, c'est à peu près pareil, on a différencié, mais c'est le même sujet. Et puis, troisième volet, donc l'éthique à 81%. Donc là aussi, c'est normal, et puis ça fait partie des principes de la commande publique. Donc on voit en plus que de toute façon, la démarche achat responsable est totalement aujourd'hui alignée avec les attentes à la fois de la société civile et donc des réglementations qui se développent. Ce qui est aussi intéressant, et je passe juste 2 minutes dessus parce qu'en fait, ça c'est très significatif du manque encore de maturité des achats et des achats responsables. Parce qu'il y a des choses qui sont pour moi très problématiques même. Dans les raisons qui sont peu ou pas évoquées, vous voyez, moi ce qui me choque énormément, c'est qu'en toute dernière position dans le privé, on a la sécurisation des chaînes d'appro. Aujourd'hui, une bonne démarche achat doit viser à sécuriser ces chaînes d'approvisionnement. C'est la fonction initiale de l'acheteur, de la fonction achat. Je dois me fournir du produit, bon ok, c'est la deuxième. Je dois d'abord me fournir le produit et ensuite je dois sécuriser. Parce que si je ne sécurise pas, pénurie, mon usine s'arrête. Donc ça c'est un sujet collectivement que l'on doit porter, pas uniquement nous, OPSA, hein, mais collectivement, même les directeurs achats doivent porter le message que les achats sont faits pour sécuriser les chaînes d'appro. Et la sécurisation, elle passe par des méthodologies, par de l'évaluation, par des audits qui soient environnementaux, sociaux et de capacité, évidemment. D'accord? Donc là, ça c'est quelque chose que voilà, je me permets de préciser qui dépasse peut-être un petit peu le volet achat responsable, mais pour moi, ça c'est vraiment un élément de faiblesse très important des organisations achats actuellement. Voilà, et donc là, vous avez donc les objectifs vus dans l'avenir, avec donc le public, le privé, les PME et les grandes entreprises. Vous voyez que globalement, hein, toutes les organisations partagent des objectifs, même si c'est entre position 1, position 2 ou 3. On va retrouver donc dans ce trio le moyen d'avoir un impact positif sur son écosystème. Aujourd'hui, c'est très important, très très important. On travaille tous sur des territoires. Il faut absolument, notre activité économique, elle doit promouvoir, elle doit tirer, soutenir nos territoires. Ça, c'est absolument essentiel. Le respect des valeurs sociales et sociétales, bien évidemment, parce que derrière, on sait aussi que c'est associé à du bien vivre. D'accord? Et aussi des modèles politiques qui nous sont chers. Et puis, évidemment, le moyen de réduire les risques environnementaux, sociaux, qui sont à la fois des injonctions, mais aussi, bien évidemment, des moyens de pérenniser nos activités. Après cette petite introduction sur les achats responsables, je vous propose de faire un focus sur les achats circulaires. Comme je vous disais en introduction, je trouve que c'est un moyen très pratique de rentrer dans les achats responsables lorsqu'on n'a pas déployé nécessairement une politique, une méthodologie, voilà, quelque chose qui peut paraître un petit peu lourd. On peut rentrer donc dans ce sujet des achats responsables à travers l'économie circulaire. Comme vous avez tous signé le pacte, je pense que vous savez, vous connaissez tous le principe de l'économie circulaire. Le principe, c'est un modèle économique qui vise à sortir de ce modèle linéaire où on extrait, on utilise et on jette. D'aller donc vers de ce modèle linéaire vers un modèle circulaire où on va évidemment fabriquer, donc on va prélever des ressources pour fabriquer, on va consommer, bien évidemment qu'il va y avoir une fin d'utilisation, sauf que à la fin de cette utilisation, on va essayer de réintroduire dans le circuit le plus de matière possible.
il n'y a pas que le recyclage, hein, il y a plein d'autres moyens. Et l'idée étant de produire le moins de déchets possible et de prélever le moins de ressources possible aussi, de nouvelles ressources. Ce modèle, donc, il a été fait pour limiter l'utilisation de la ressource. Aujourd'hui, on voit bien évidemment, mais c'est inhérent à ce qu'on vient de dire, qu'il est aussi utile pour décarboner nos économies. D'accord ? Puisque la carbonation de nos industries, elle vient de l'énergie, notamment qu'on va utiliser dans tous les process. D'accord ? Énergie qu'on va rajouter pour fabriquer, mais énergie pour extraire les ressources. Et évidemment, en plus, énergie pour traiter les déchets et énergie rejetée par les déchets. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre modèle que celui-ci vers lequel nous devons aller. Pour nous guider, donc l'économie circulaire, donc là on n'a pas le temps d'aller sur les piliers, mais en fait, en gros, l'ADEME a défini 7 piliers qui vont de la consommation responsable à l'éco-conception, à l'écologie industrielle. Donc 7 leviers qui vont permettre de mettre en œuvre l'économie circulaire sur les territoires et de manière pratico-pratique. Il se trouve qu'il y a 6 leviers qui peuvent être activés à travers l'achat. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est vraiment le sujet actuel où on va à la fois mettre en œuvre les achats responsables et donc transformer sa fonction achat et en plus avoir retiré les bénéfices de ce modèle de l'économie circulaire. Bien évidemment, il faut se sensibiliser, s'informer autour de cette démarche et donc avec l'INEC, donc l'Institut national de l'économie circulaire, la métropole du Grand Paris, on a créé un guide qui est aussi disponible sous format vidéo. Donc vous avez le lien, je crois qu'il est paramétré sur l'image, sinon on vous le fournira à côté. Donc allez voir ce guide des 10 étapes pour intégrer l'économie circulaire dans ses achats. C'est la première étape pour pouvoir en fait mettre en place de bonnes pratiques et je vais en partager quelques-unes. Donc ces 10 étapes sous format également vidéo. Et donc le premier guide pour commencer en fait à faire des achats autrement. Alors donc là vous voyez ces 10 étapes. Évidemment il y a des étapes de gouvernance telles que développer sa stratégie d'économie d'achat circulaire, de convaincre et s'organiser en interne. Donc ça c'est vrai, ça c'est le volet gouvernance. Mais il y a des actions qui sont propres aux acheteurs et encore une fois que l'on peut mener sans que cet aspect gouvernance n'ait été réalisé, ce qui parfois, il faut le reconnaître, est un frein dans les organisations achats. L'aspect gouvernance et donc méthodo politique n'est pas rédigé, ce qui empêche les acheteurs de savoir dans quelle direction s'engager. Donc ça empêche l'action. Dans l'achat circulaire, on peut faire des choses très très simples qui sont alignées avec tout processus achat et qui vont permettre d'être particulièrement productives en termes de valeur. Je vous en ai choisi 3 ici pour peut-être marquer les esprits. La première, bien évidemment, c'est de redéfinir son besoin grâce au principe de l'économie circulaire. Alors ça veut dire quoi ? Quand j'ai besoin, par exemple, alors je vais choisir un exemple tout à fait standard. Par exemple, une salle, je construis un bâtiment. Redéfinir mon besoin selon les principes de l'économie circulaire, un des principes, c'est l'économie de fonctionnalité et c'est l'utilisation au maximum des capacités de mon produit. Je construis un bâtiment, j'ai une salle d'accueil. Est-ce que je ne peux pas réfléchir dès la conception, comment est-ce que je vais rendre accessible cette salle
en dehors des occupants standards de mon bâtiment. Par exemple, si c'est un bâtiment de bureau, bah, il est occupé du lundi au vendredi. Mais que puis-je faire pour rendre accessibles mes espaces pendant le week-end, par exemple? Et ça va maximiser la ressource. Au lieu d'aller construire une salle, par exemple, des fêtes, une salle de réunion, une salle pour mes jeunes, eh bien, en fait, je vais mutualiser un espace. Donc, un des principes, c'est ça. Et donc, pour accompagner cette redéfinition du besoin, à travers donc le programme Achat circulaire et solidaire que l'on a lancé, on a créé une petite grille en fait de questionnement avec tous les sujets, tous les piliers de l'achat circulaire. Et quand je vais avoir un achat, bah, je passe ma grille, je dis est-ce que ça s'applique, est-ce que j'ai du réemploi, est-ce que je peux trouver mon produit ailleurs, etc. Donc ça c'est la première des choses et c'est en général ce que fait en tout premier lieu l'acheteur. L'acheteur il doit questionner son besoin. Deuxième chose qui pour moi est vraiment la grande nouveauté à intégrer dans la manière dont je fais un achat, c'est que je ne dois plus rien acheter sans me poser la question de ce que devient ce produit. Une fois que moi j'ai fini de l'utiliser, il devient quoi? Je le jette, je le donne, je le revends et je ne peux plus acheter, vraiment ça j'insiste. S'il n'y avait qu'une seule chose d'ailleurs qu'il faudrait retenir de cette matinée, c'est ça. Je ne dois plus faire entrer quelque chose dans ma vie, dans mon entreprise, sans me poser la question de savoir ce que devient ce produit et combien de temps je vais l'utiliser. Et est-ce que donc, par ce questionnement, est-ce que ça vaut le coup que je l'achète? Est-ce que je ne peux pas le louer? Et donc utiliser finalement une ressource qui existe déjà. Et ça, c'est essentiel et c'est ce fil que je dois absolument tirer. C'est par ce fil que je vais réussir à faire des économies, en euros, tout simplement déjà. Hein. C'est par ce biais-là que je vais aussi me connecter à l'offre existante, que je vais aussi drainer une nouvelle offre de mes fournisseurs en les faisant eux aussi penser à ce que devient mon produit en fin de vie. Et donc après, quand on est dans des démarches élaborées, évidemment, ça amène à de l'éco-conception et pour nous, de l'éco-consommation. Donc ça, c'est vital pour moi aujourd'hui d'intégrer la pensée fin de vie dès que je pense à un achat. Voilà. Et ça veut dire aussi en substance que aujourd'hui, les contrats de gestion de déchets ne devraient plus être gérés uniquement par des acheteurs déchets que personne ne connaît, mais chaque acheteur devrait être connecté avec l'acheteur qui est en charge du dossier déchets. D'accord? Parce que, en fait, il y a une fin de vie à gérer dès que j'achète un produit. Et donc là, il faut créer des connexions à l'intérieur de ma fonction achat. Voilà. Et puis évidemment, pour pouvoir faire tout ça et que engager la machine, engager ce cercle vertueux, il faut absolument évidemment connaître l'offre circulaire sur le marché, mais qui va évidemment se créer au fur et à mesure des besoins. Hein. Donc on essaie de s'auto-alimenter, donc de créer le cercle vertueux au lieu de s'enfermer dans le cercle vicieux où il n'y a pas d'offre, donc je ne demande pas. Voilà. Et si on continue dans ce sens-là, on ne va pas réussir à gérer les enjeux qui sont là devant nous et dans lesquels même nous sommes aujourd'hui. Alors là, il ne me reste que, je pense, j'ai même dépassé, mais je vais faire très très vite, pour 3 petits exemples d'économie circulaire. Économie circulaire, c'est plein de choses. Et donc l'idée, c'est d'essayer de maximiser l'utilisation des ressources. Premier exemple, le ADP, pour ne pas les nommer, qui renouvelle à l'occasion de leur changement de logo tous leurs vêtements. Donc ça veut dire qu'en fait, quand je conçois mes vêtements de travail, mes vêtements professionnels, je dois penser à la fin de vie. Donc si je pense à la fin de vie, eh bien peut-être que je mets des logos qui peuvent être décousus et qui ne vont pas être sérigraphiés. Je dis ça comme ça. Donc là, les vêtements doivent être
comment on va dire, ils doivent se séparer de leurs vêtements. 14 tonnes hein, quand même, hein, donc c'est pas rien, hein, c'est énorme. ADP c'est gros. En plus, il y a à la fois des équipements, donc des collaborateurs dans les aéroports, mais ils ont des pompiers, ils ont des médecins, etc. Donc ils ont analysé en fait l'ensemble de ces vêtements. Et puis, en fonction de leur nature, ils les ont orientés vers différentes destinations. Donc, ils ont trié, pesé. Pour les éléments qui ne pouvaient pas être réutilisés, eh bien, ils ont utilisé donc, un ESAT, donc une entreprise du secteur protégé adapté, donc, qui emploie des travailleurs handicapés, pour effilocher, donc transformer leurs vêtements en isolant, qui notamment va être utilisé à la fois pour le BTP, mais aussi pour l'automobile. Tout ce qui était tenue médicale, en fait, qui avait de la valeur encore, et bien, ils les ont envoyés à Madagascar. D'accord ? Et donc ça a permis de répondre à un besoin urgent donc, suite à une catastrophe climatique. Et puis, donc, ils ont fait également don d'un certain nombre de vêtements. Vous voyez, notamment les EPI. Les EPI, c'est impossible à recycler. On ne peut pas les effilocher parce qu'il y a trop de matières très particulières. Donc ça, c'est vraiment l'horreur. Et en fait, ils ont confié ça à un atelier qui fait du upcycling. Donc le upcycling, c'est créer un nouveau produit avec d'anciens produits. Et donc voilà, ils font une sorte de goodies. Voilà, donc ce sujet-là, il a été, vous voyez, avec une source des vêtements, eh bien, on va être en mesure de pouvoir réutiliser, rendre utile ce stock de vêtements. D'ailleurs, je me suis trompée, c'est 20 tonnes et pas 14 tonnes. Vous voyez, c'était énorme en termes de vêtements. Et au final, il n'y a eu que 295 kilos qui n'ont pas pu être réutilisés et qui ont été brûlés, incinérés. Vous voyez, donc ça, c'est extrêmement important parce que toute cette matière, elle a pu être réutilisée. Et c'est quand même mieux de brûler 200 kilos que 20 tonnes. D'accord ? Ça fait quelques tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. Très très rapidement, il y a plein d'exemples qui se développent sur l'économie circulaire. Chez vous, vous connaissez peut-être HP Instant Ink. On est de plus en plus équipé avec ce système-là. Donc votre fournisseur prend en charge toute la maintenance et l'envoi des consommables. Ça a un impact dans le monde professionnel, c'est que l'équipementier va faire en sorte que son équipement dure le plus longtemps possible, que pour que vous soyez accroché en gros aussi à sa solution, hein, puisque tant que vous avez une imprimante HP qui fonctionne, eh ben, vous allez maintenir cet abonnement. On connaît quelques exemples sur l'éclairage public, voilà, où c'est de la light on demand, hein, donc on va payer le temps d'éclairage, donc ça vise aussi à réduire les temps d'éclairage globaux, et puis évidemment l'autopartage ou le vélo-partage, voilà, ça qui sont des solutions qui deviennent aujourd'hui de plus en plus partagées. Donc pour chacun des achats que vous avez à faire, si j'avais un dernier conseil à vous donner, c'est réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez réduire les impacts et comment est-ce que vous pouvez allonger la durée de vie de cet achat, de ce produit. Considérez l'ensemble des dimensions donc, dans votre choix de produits. Et puis voilà, ce qui importe, hein, même si rien ne sera parfait, de toute façon rien n'est parfait. On ne sait pas faire un achat parfait, d'accord ? Il y a trop de dimensions. Voilà, on ne sait pas, ça n'existe pas. Par contre, il faut passer à l'action. Et c'est ça qui est essentiel. Et la politique des petits pas, c'est déjà une politique d'avancement. Voilà, donc je terminerai sur ça. On ne vise pas la Lune. Enfin, on vise la Lune pour on vise les étoiles pour atteindre la Lune. Et c'est vraiment l'élément principal.
que je voudrais souligner. Et puis que on n'a pas trop le choix. Alors ça, c'est pas très très positif, mais bon, c'est un peu quand même notre réalité. J'aime bien les citations, donc je vais vous la lire. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Donc agissons, pas uniquement avec des euros dans les yeux. Voilà.